La MINUSMA a quitté sa base de Kidal ce mardi matin. Certains Bamakois dénoncent ce départ précipité. Sur le sujet, Soumaïla Lala est notre invité plateau pour une analyse approfondie. Plusieurs ambassadeurs accrédités au Mali apportent leur soutien à la Palestine. Ils ont massivement répondu à l'invitation de leur homologue palestinien qui a animé un point de presse ce matin. La Commission nationale des droits de l'homme a lancé une série d'activités ce mercredi matin. L'objectif est d'améliorer les conditions de détention à la maison centrale d'arrêt, également dans certains établissements pénitentiaires du pays. Au Sénégal voisin, c'est le bras de fer autour de la candidature d'Ousmane Sonko. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi TM1 pour vous informer. Hier mardi, dans le cadre de son retrait accéléré, la MINUSMA a définitivement quitté son camp de Kidal, un retrait qui n'a pas fait l'objet d'une rétrocession. Nous avons recueilli l'avis de certains Bamakois sur ce retrait. Ils sont au micro de Boubacar SM Maïga. C'était convenu entre nous que, effectivement, il y a un programme bien donné et par rapport à ce programme-là, la MINUSMA doit nous céder, doit remettre, si vous voulez, les bases vraiment à l'armée malienne, comme à un calendrier bien établi. Mais pour revenir à la question, subitement partir comme ça, je pense que en fait c'est une rupture de contrat, si je me réfère au droit, et ce n'était pas convenu comme ça. En fait, c'est très inquiétant. Bon, c'est-à-dire, moi je crois que la résolution qui a été votée, on dit que quand le MINUSMA va laisser le camp, ils n'ont qu'à remettre ça le camp au Mali. Bon, si le MINUSMA n'a pas fait ça vers 6 h du matin, on voit qu'ils sont en train de remettre, ils sont en train de sortir. Et puis on voit que la SEMA et puis les touristes, ils sont arrêtés avec les picoques. Le MINUSMA est en train de sortir. Et puis on voit que les rebelles et puis les touristes sont en train de rentrer dans les camps. Bon ça, il n'y a même pas à dire. Bon, si les gens disent qu'ils vont parler, ils n'ont qu'à visionner. C'est eux-mêmes ce sont les MINUSMA, ce sont les SEMA et les touristes qui ont publié pour montrer ça aux gens. Bon, moi je vois qu'il n'y en a pas à parler encore. Le Mali a été trahi et puis c'est tout. Bon, nous voulons quoi. Ougata parce qu'on s'égana, on a quelqu'un qui n'a s'égana kujugu. Bon, on me fait Ougata, on a un restaurant. On a un femme. Voilà, Ougata, on me pousse au minanga la fiasoro. Sinon, cabinet a dame la fosse en train de la fiasoro. Hein? La MINUSMA même a trop duré ici, pas à Kidal seulement, mais dans tout le Mali. À partir du moment où l'armée malienne est en train de monter en puissance, c'est une armée légitime qui est en train de monter. Mais vous semblez avoir oublié que la MINUSMA était venue. La définition même de la MINUSMA, je pense que c'est la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Au lieu de stabiliser le pays, tous les problèmes sont venus à partir d'eux. Donc quand c'est comme ça, je pense qu'on devait faire la part des choses. En partant hier et laisser le camp vide aux djihadistes, c'est comme ni nono kalfa jakuma la nono sang. Jamaka nono yabla jakuma okrevo kadu. Jamaka nono to. Okata oteka arrange o. Oyanga mogo nega ne ka sarabata ka duma. Ka an demuso ko ludo barawla. Ka fembe ko be furazi se una kunte furazi se ne. Una kunte docteur Sojede. Una de ko kelembe nya kono ani nyongo ko kelebe se ka foka ba. Anane million de masama ne ba ti fa fa me ka ti ba fa ka tono bola. Tono emi e kele ka ba mo bo de la. Hala ma fen sur kele ka ba. Patron yeni famunge. Voilà, bon, Tchadi on boraka kamindi erebeluma. Janfa de do me erebelu ere ba do bi. Kunu ni bi tekelende. Kunu uku mi se ka ke me bi. O koni ali mintu ye. Wa numa bla diala ba bla goyala. Siga foitala. Mali o ma desire folo ne ka do. Allah mbebe ke surasi. Ambebe ke surasi kidale ko na kidale Mali do wa ambe de kele. Anga jamana o ka total Mali dugukolo bege ke Mali tay. Mali o mo bo de la bi. An mogo be bene la nga jamana kono. An mogo be karama la nga jamana kono. Mais Misman Nali Sanchez, ça fait 10 ans. Faut imaginer ba Mali kono. Chaque fois en korogo na ndogo na en fawre be ga sa nord la. Nal ni Mali be sare an bebe sare. An be sa nga dugukolo kele ateto ma kele molo. Vraiment o ne ne ka kuma kala se Malien bela jero. Malien bebe bo. An be rebelu be kité de ga ka ngona la. Parce que rebelu mu men ka ngona la Malien teo. Malien teo étranger oro de nalendo.
Justement, pour parler de ce retrait, je reçois sur ce plateau M. Soumaïla La. Il est analyste politique et sécuritaire, coordinateur national de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité. Bienvenue à vous. Bien, merci Marietou. Vous venez de le suivre avec nous. Certains Bamakois ont un avis très tranché sur la question. Quelle analyse faites-vous de ce retrait précipité? Je pense qu'il est important de sortir des passions et c'est extrêmement important de sortir des passions. Quand vous faites une analyse hors passion, vous vous rendez compte que c'est une situation triste et déplorable. Triste en ce sens que nous sommes dans une impasse, et une impasse qui va inévitablement nous mener vers quelque chose qui aura des conséquences très fâcheuses pour le pays. Déplorable en ce sens que depuis un certain temps, nous sommes dans un cycle de rejet de la responsabilité sur l'autre de façon systémique. Autant vous avez les autorités de la transition qui disent que l'aménagement, de par le calendrier qui a été imposé et qui a été amendé par la résolution 2690, ne respecte pas ces engagements sur le calendrier de retrait. Autant vous avez l'aménagement qui accuse les autorités de transition d'entrave au processus de retrait, entrave en ce sens que l'aménagement considère que les refus d'autorisation de vol, les interdictions de mobilité par endroit sont de nature à ne pas lui permettre de respecter le calendrier initial. Et vous avez de l'autre côté les ex-rebelles aussi qui sont dans une certaine impasse, qui accusent et l'aménagement de ne pas respecter l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, et les FAMA de violer le cessez-le-feu. Ce n'est pas une première. L'aménagement est parti du camp d'Aguelok la semaine dernière sans remettre formellement aux FAMA. Que comprendre? Je pense que le camp de la zone de Kidal constitue un goulot d'étranglement pour l'aménagement qui a tout de suite compris que le mieux pour elle, c'était de partir sans prendre position. Parce que le fait de donner, rétrocéder les camps aux FAMA aurait été perçu par les ex-rebelles et leurs alliés et affidés comme une trahison de l'aménagement. Le fait de donner les camps aux ex-rebelles aurait été considéré par Bamako comme une trahison. Donc l'aménagement a quelque peu, à travers cette action, décidé de ne pas se retrouver entre les puissances de fait des différents belligérants. Vous venez de le dire, Kidal est un enjeu majeur et pour l'État et pour les groupes armés. Quel pourrait être le scénario des jours ou semaines à venir? Je pense que le scénario de la concession aujourd'hui ne joue pas, en ce sens que depuis novembre 2021, les partis en présence ne se sont pas rencontrés pour échanger. Nous sommes depuis un moment dans ce qui est considéré comme une violation du cessez-le-feu. Et cette violation fait que jusque-là, il n'existe pas de cadre qui puisse permettre aux partis de s'asseoir, de convenir de quelque chose, de faire des concessions et d'aller sur quelque chose de potable, de constructif et d'évolutif. Ce qui m'amène à dire qu'en termes de scénario aujourd'hui, c'est le scénario du pire qui prévaut. Et ce scénario du pire aujourd'hui, c'est que les partis, à un moment donné, vont aller vers l'affrontement. Et on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine, on ne sait pas non plus quelles seront les conséquences. Et peu importe la partie qui va l'emporter sur l'autre, c'est des fils du Mali qui vont perdre, c'est le Mali qui va perdre. Et je pense qu'aujourd'hui, il est extrêmement important d'éviter ce type de scénario. Nous nous dirigeons vers ça et ce serait dommage que jusque-là ou que dans les jours, les semaines à venir, il n'y ait pas un mécanisme qui puisse permettre qu'on n'aille pas vers ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, monsieur La. Merci à vous pour l'invitation. Je rappelle que Soumaïla La est analyste politique et sécuritaire, coordinateur national de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité. À la maison centrale d'arrêt de Bamako, ce mercredi 1er novembre, la Commission nationale des droits de l'homme a lancé une série d'activités portant sur l'amélioration des conditions de détention dans certains établissements pénitentiaires du pays. Soumaïla Fani y était. S'engager pour l'amélioration des conditions de ses semblables et rendre les droits de l'homme universels effectifs, tel est l'objectif de la Commission nationale des droits de l'homme. Ce mercredi 1er novembre, à la maison centrale d'arrêt de Bamako, elle a lancé une série d'activités portant l'amélioration des conditions de détention dans certains établissements pénitentiaires du pays. Chaque citoyen malien privé de sa liberté, chaque personne
privé de sa liberté, se trouvant sur le territoire national, doit pouvoir garder en toutes circonstances sa dignité et l'exercice de ses autres droits. Cela est d'autant plus pertinent qu'il n'est pas rare de lire sur le fronton de certaines prisons « Nul n'est à l'abri de la prison ». Et oui, mesdames et messieurs, au-delà de la présomption d'innocence couvrant les détenus provisoires, malheureusement, anormalement plus nombreux que les condamnés à ce jour, comme vient de le rappeler monsieur le régisseur, pour une maison d'arrêt construite pour 400 pensionnaires, nous nous retrouvons à ce jour à près de 4000. Donc là, on ne parlera même pas de surpopulation. On parlera tout simplement des conditions attentatoires à la dignité humaine. Malgré les efforts des autorités en ces lieux, subsistent des difficultés diverses. Selon l'administration pénitentiaire, le respect de la personne privée de liberté, notamment la sauvegarde de sa dignité, est une obligation morale de ces établissements. Vous savez, l'administration pénitentiaire en tant que structure étatique doit garantir à toute personne privée de liberté le respect de son opinion, de sa conscience, de sa religion. Le seul droit qu'il perd étant au niveau des établissements pénitentiaires, c'est le droit d'aller et revenir, monsieur le président. Pour vous dire que ces gens, ce sont nos frères, nos sœurs, nos femmes et nos enfants. Nous avons une obligation morale de pouvoir les considérer comme nous. Et il n'est pas dit que toutes les personnes privées de liberté sont coupables. Mais il y a la présomption d'innocence qui est là. C'est pour cela qu'on est obligé de respecter les textes juridiques qui régissent le droit positif malien et d'une manière générale les établissements pénitentiaires. La maison centrale d'arrêt de Bamako, les maisons d'arrêt de Blanc, de Barouli et de Fana sont des bénéficiaires des dons composés respectivement d'un appui à la réhabilitation du parloir, d'un moulin et des projecteurs solaires. L'ambassade de la Palestine au Mali a organisé ce matin un point de presse en son sein. Objectif, interpeller les Maliens mais aussi la communauté internationale sur la situation dans la bande de Gaza. Aminata Keita et Djenaba Samaki. Les ambassadeurs du Sénégal, du Burkina Faso, de la Guinée, de la Mauritanie, de la Tunisie, du Ghana, de l'Afrique du Sud, de la Libye, entre autres, accrédités au Mali, se sont réunis ce matin à l'ambassade de Palestine. Munis d'une écharpe aux couleurs de la Palestine, les diplomates présents ont tenu à témoigner leur soutien à la cause palestinienne. Il n'y a pas d'autre mot, il faut le retenir pour l'histoire, qu'aujourd'hui c'est un génocide qui se commet devant nos yeux. Quelle que soit cette horreur, le peuple palestinien ne reculera pas. Comme nous n'avons pas reculé en tant qu'Algérie, nous avons eu et la France et l'OTAN tout entier. Qu'il y ait Israël, l'entité sioniste, qu'il y ait tout l'Occident à ses côtés, et parce que les Palestiniens se battent pour une cause juste, ils trouveront auprès de nous, frères du monde arabe, auprès de nous, frères du monde africain, latino-américain, une solidarité qui atteste que de la justesse du combat. Si, nous tenons à réaffirmer que la solution n'est pas la guerre. La solution, c'est la négociation, c'est la médiation pour qu'il y ait respect de toutes les résolutions des Nations Unies, le respect de toutes les résolutions des Nations Unies qui appellent à deux États, à la solution de deux États. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution non contraignante sur la protection des civils et le respect des obligations juridiques et humanitaires dans la crise en cours à Gaza. Le cri de cœur de l'ambassadeur palestinien est la cessation des hostilités. L'oppression doit cesser comme en Afrique, comme en Palestine, comme plusieurs pays dans le monde. Et celui qui exerce cette oppression et qui prétend être le défendeur des droits internationaux, des droits humanitaires internationaux et qui nous appelle chaque jour sans cesse à respecter les résolutions des Nations Unies, qui son vrai visage est dévoilé aujourd'hui. Stop, c'est stop.
ça ne peut pas continuer. Que ce soit ici à Bamako, ou que ce soit à Gaza, ou à Ramallah, ou à Jenin, ou dans l'endroit le plus sacré pour les musulmans qui est la ville de Jérusalem. À noter que le récent conflit entre l'Israël et la Palestine a débuté le 7 octobre dernier. À ce jour, le bilan fait état de 1200 morts en Israël selon l'armée et 7326 Palestiniens décédés selon le ministère de la Santé du Hamas. À noter que la Bolivie a rompu hier mardi ses relations diplomatiques avec Israël pour protester contre l'offensive militaire jugée disproportionnée. Le Chili et la Colombie ont eux rappelé leur ambassadeur. Actualité politique, mise en place par une soixantaine de partis et regroupements au lendemain de la prise du pouvoir par les militaires en août 2020, le cadre d'échange des partis et regroupements politiques vit peut-être ces dernières heures. Plusieurs de ses membres ont quitté le rassemblement. Paul Yapinguesson. Il semble bien loin le temps où le cadre revendiquait plus de 70 partis politiques, dont 3 regroupements de partis, EPM, 24 partis politiques, Espérance Nouvelle Djigiyakura, 21 partis, ARP, 21 partis, 2 mouvements politiques, Morema et RDP, et de grands partis politiques comme ASMA, CFP, UMRDA, Yelema et RDS. Après avoir décidé de boycotter les assises nationales de la refondation initiées par les autorités de la transition, le cadre a connu ses premières dissensions. Le samedi 18 février 2023, à travers une note signée par son président, Ousseynou Amianguindo, et dressée au président en exercice du cadre d'échange des partis et de groupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel. L'Espérance Nouvelle Djigiyakura, qui regroupe plusieurs mouvements, associations et partis politiques, s'est officiellement retirée du cadre. Djigiyakura s'est retiré après que le cadre ait accepté la présence de certains de ses membres au sein de la commission de finalisation de la nouvelle constitution. Avant Djigiyakura, la démarche PAJ a été la première à claquer la porte après l'élection de feu Marimatia Diarra comme président du parti en remplacement du professeur Timoko Sankare. Le regroupement venait de perdre un allié de taille. À la suite de la démarche, le parti Yelema a aussi pris sa distance avec ce regroupement politique. Présentement, le cadre, bien qu'il existe, est en hibernation après la campagne référendaire où il n'y a pas eu de consensus autour du mot d'ordre à donner. C'est dans ce climat que l'Action républicaine pour le progrès, ALP, présidée par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Thiema Hubert Coulibaly, vient à son tour de claquer la porte du cadre des partis politiques. Le vice-président de ce regroupement politique, Dr Modibo Soumaré, dénonce un flou au sein du cadre. Si du côté du cadre, certains leaders parlent de non-événement, dans les faits, c'est un énième coup dur pour ce regroupement qui se trouve aujourd'hui amputé d'une grande partie de ses formations et regroupements politiques. Au Sénégal, la candidature d'Ousmane Sonko à la présidentielle de février 2024 suscite toujours le débat. Des entités liées à l'organisation des élections s'opposent sur le sujet. Assetoumani Coulibaly. C'est un bras de fer assez inédit entre la Commission électorale autonome du Sénégal et la Direction générale des élections autour de la fiche de parrainage, condition sine qua non à la participation d'Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024 au Sénégal. La Commission électorale a invité la Direction générale des élections à prendre les mesures nécessaires pour faire tenir à la disposition du mandataire d'Ousmane Sonko et ce, dans les meilleurs délais, la fiche de parrainage. En réponse, la DGE a fait savoir qu'elle ne peut accéder à cette requête. Elle appuie en soulignant ne pas avoir de compétences pour mener une quelconque action sur le fichier électoral. Radié des listes électorales, ce qui l'empêche en l'état de concourir à la présidentielle, les avocats de M. Sonko ont par ailleurs contesté mardi le refus de lui délivrer les fiches de parrainage devant la Cour de justice de la CEDEAO. Cette dernière a décidé de se prononcer le 6 novembre afin de trancher les litiges liés à cette affaire. Pour rappel, Ousmane Sonko, 49 ans, a été déclaré coupable le 1er juin 2023 de corruption de la jeunesse et condamné à 2 ans de prison ferme. Ayant refusé de se présenter au procès qu'il dénonçait comme un complot pour l'écarter de l'élection, il a été condamné par contumace. Il a été écroué fin juillet sous d'autres chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Les autorités ont annoncé la dissolution de son parti le même jour.
Un accord de principe a été signé à Kinshasa ce mardi entre le gouvernement de la transition tchadienne et le parti politique Les Transformateurs afin de favoriser le retour au pays du président Succès Masra en exil forcé depuis 1 an. L'annonce a été faite par le président de la RDC, Félix Tshisekedi. Comme plusieurs autres dirigeants de l'opposition, M. Masra avait été contraint de fuir son pays après la répression des manifestations de l'opposition le 20 octobre 2022. Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui par la justice tchadienne. L'accord, qui prévoit également le retour de tous ceux qui ont quitté le territoire tchadien, a été signé par le président Tshisekedi, Succès Masra et Abdrahmane Koulamala, ministre tchadien de la réconciliation. Pour l'heure, le jour du retour n'est pas connu. Au Royaume-Uni, des dirigeants politiques, géants de la tech et experts de l'intelligence artificielle se sont réunis ce mercredi 1er novembre pour l'ouverture du premier sommet mondial sur les risques qui fait peser l'essor fulgurant de cette technologie. Djeneba Samaki. Le premier sommet mondial sur les risques de l'intelligence artificielle s'est ouvert mercredi matin au Royaume-Uni, où les dirigeants politiques, géants de la tech et experts ont évoqué les risques induits par l'essor fulgurant de cette technologie. Ces développements fulgurants suscitent des espoirs, des convoitises, mais aussi des craintes qui seront au cœur de la réunion de 2 jours au manoir de Bletchley Park, l'emblématique centre de décryptage des codes de la Seconde Guerre mondiale situé au nord de Londres. La ministre britannique de la technologie, Michelle Donlan, a inauguré le sommet largement à huis clos, puis les participants ont débattu des dangers potentiels des intelligences artificielles d'avant-garde, comme les robots conversationnels ChatGPT. Cela intervient alors que le président américain Joe Biden a signé lundi un décret pour mieux encadrer l'intelligence artificielle, assurant que les États-Unis montrent la voie. Il impose notamment aux entreprises du secteur de transmettre au gouvernement fédéral les résultats de leurs tests de sécurité et soutient le développement d'outils pour identifier facilement les contenus produits avec de l'intelligence artificielle. Les puissances du G7 se sont également entendues lundi au Japon sur un code de conduite non contraignant destiné aux entreprises développant les systèmes d'intelligence artificielle les plus avancés. Mais parmi elles, Londres ne veut pas se précipiter pour réguler cette technologie, tandis que l'Union européenne espère conclure avant fin 2023 les premiers règlements encadrant ces innovations. À noter qu'au Mali, le Conseil national de transition a adopté le 19 octobre dernier un projet de loi portant création d'un centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali. Un centre qui va permettre à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique du Mali de faire un lien qualitatif dans le domaine de la science et des technologies, selon le ministre de l'Enseignement supérieur, Bouré Makansay. Il a précisé également que le centre sera un établissement public à caractère scientifique et technologique qui fait de la formation au niveau master. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous, c'est demain, même heure, même plateau. Bonsoir à tous.